Livre 3, chapitre 4 Où certaines affaires en suspens se voient réglées à Ouarzazate. Quand Elric de Mélimenée entra dans Ouarzazate, il était avachi sur sa selle, sans grand contrôle sur sa monture, et ceux qui autour de lui se rassemblèrent s'enquirent de son état de santé, alors que d'autres, craignant qu'il n'apportât quelque peste à leur belle cité, leur criaient de loin qu'il fallait immédiatement le chasser. L'albinos souleva son étrange tête, juste assez longtemps pour hoqueter le nom de son protecteur entre ses murs, et dire que lui manquait seulement un certain élixir en possession du seigneur Gophazi. L'immémoriale splendeur des tours et minarets de Ouarzazate était encore accrue dans la lumière mourante d'un énorme soleil rouge. Et il flottait cette paix qui survient entre l'accomplissement des tâches quotidiennes et les plaisirs qui vont en être tirés. Un riche négociant en eau brûlant de se concilier les faveurs d'un personnage susceptible d'être bientôt membre du conseil, mena de sa main la monture de l'albinos par les élégantes ruelles et impressionnantes avenues de la ville jusqu'au grandiose palais, tout d'or et de subtils verres passés, du gentilhomme Ouarzazati. Le marchand fut remercié par la promesse d'un régisseur que son nom serait cité en présence du maître de Séan, et Elric, grommelant et murmurant, laissant échapper de temps à autre une faible plainte, s'engagea dans les merveilleux jardins qui entouraient le corps principal de la somptueuse demeure. Le seigneur Gophazi vint à sa rencontre. Il éclata de rire devant le lamentable état de son visiteur. « Je vous salue, Elric de Nazocor. Je vous salue, larron de comédie au masque enfariné. Vous n'êtes plus si fier aujourd'hui. Vous n'avez su vous modérer. Vous vous êtes empressé de vider les flasques d'élixir dont je vous avais pourvu. Et voilà que vous venez m'en redemander, en pire condition que lorsque vous avez débarqué chez nous la première fois. » « Le garçon, » fit Elric dans un souffle rauque, lorsque des serviteurs l'aidaient à descendre de cheval. Ils eurent ensuite à le porter bras ballants sur leurs épaules. « Est-il vivant ?»« À vous en faire envie, messire. » Une malice achevée brillait dans les yeux verts pâles du Ouarzazati. « Car, contrairement à vous, ces jours ne sont pas en danger. C'est que vous étiez des plus intraitables sur ce point avant votre départ. Et je suis un homme de parole. » Caressant les anglaises de sa barbe huilée, l'intrigant eut un petit rire sous cape. « Et vous, sieur Larron, savez-vous honorer vos engagements ?»« Au pied de la lettre. » Marmonna l'albinos. Ses yeux rouges se révulsèrent, et l'espace d'une seconde ce fut comme s'il mourait. Puis il ramena sur le seigneur Go un regard brisé par la souffrance. « Me donnerez-vous l'antidote et tout ce que vous avez promis? L'eau, les richesses, le garçon. »« Pour sûr. Mais je ne vous vois guère en position de marchander. Parlez-moi plutôt de la perle. L'avez-vous trouvée? Ou n'êtes-vous ici que pour rendre compte de votre échec? » ?»« Je l'ai caché quelque part. L'élixir. » Oui. Je connais les effets de l'élixir. Et que vous soyez encore capable de parler me donne à penser que vous jouissez d'une constitution exceptionnellement robuste. Puis le Ouarzazati s'occupa de faire transporter Elric à l'intérieur de son palais. On l'y installa dans la fraîcheur d'une pièce haute de plafond, sur de grands coussins de velours écarlate et indigo. De l'eau lui fut servie, et de quoi se substanter. Les affres du manque ont sans doute atteint les limites du supportable, non? L'homme prenait un évident plaisir au pitoyable spectacle offert par l'albinos. C'est que l'élixir ne doit pas s'être montré moins goulu de votre substance que vous ne l'avez été de lui. Mais revenons-en à la perle. Vous l'avez cachée, dites-vous? Voilà qui est bien retors. Vous n'avez donc pas confiance en moi, qui suis un gentilhomme de la plus noble cité qui soit au monde? Elric, tout poussiéreux de sa longue chevauchée, se vautra sur les coussins. Avec lenteur, il s'essuya les mains sur un linge. « L'antidote, seigneur. »« Vous savez très bien que pour l'avoir, il vous faudra d'abord me remettre la perle. » Le ton du seigneur Go, comme le regard qu'il plongeait sur sa victime, était empreint de condescendance.
À vrai dire, Larron, je ne m'attendais pas à vous retrouver avec tant de suite dans les idées. Un doigt de mon élixir vous tenterait-il? Faites-moi emporter si vous y tenez. Derrière l'apparente indifférence de la réponse, le Quarzazati devina l'homme aux abois que l'albinos ne pouvait manquer d'être. Il se tourna vers ses gens pour distribuer des ordres en conséquence, quand Elric ajouta « Dites-leur aussi d'amener le garçon. Oui, qu'on l'amène afin que je vérifie, par moi-même, s'il ne lui est rien arrivé de fâcheux, que je puisse entendre de sa bouche le récit de ce qui s'est passé ici, en mon absence. » La requête est assez minime pour que j'y accède. Le seigneur Go fit signe à l'un des esclaves. Va chercher l'enfant. Puis il gagna un fauteuil d'apparat précédé de quelques marches et installé sous un dais tendu de brocart pour s'y laisser choir et attendre. C'est à peine si j'espérais vous revoir vivant, messire Larron, et moins encore en possession de la perle. Nos aventuriers magiciens sont des guerriers d'une bravoure insigne, experts au combat, formés qui plus est dans tous les arts du sortilège et de l'évocation des démons. Or, dans ce que j'ai dépêché que leurs frères de guilde ont échoué. Mais, qu'importe, aujourd'hui est un grand jour, et, croyez-moi, je vais vous ressusciter, afin que vous puissiez me raconter tout ce qui s'est passé. Qu'en est-il des Boradim? En avez-vous tué beaucoup? Vous allez me narrer votre aventure dans les moindres détails. Ainsi pourrais-je, en présentant la perle pour obtenir ma place, l'agrémenter du récit de sa découverte. Elle n'en aura que plus de valeur, voyez-vous. Et je ne doute pas qu'après mon élection, de telles anecdotes me soient maintes fois réclamées. C'est qu'ils vont être verts de jalousie au conseil. Il se passa la langue sur ses lèvres fardées de rouge. Avez-vous aussi cet enfant? Et quelle est par exemple la première chose que vous ayez vue en atteignant l'oasis Fleur d'Argent? Des funérailles, si j'ai bonne mémoire. Elric montra un peu plus d'entrain. Si fait, c'est bien ça. Deux gardes introduisirent dans la pièce un garçon qui se tordillait entre eux, et ne parut pas outre mesure ravi par le spectacle d'Elric, étendu sur les coussins. « Oh, maître, vous faites encore plus pitié que naguère !» Il cessa de se débattre, et s'efforça de masquer sa déception. Il ne portait pas de traces de torture, semblait n'avoir souffert nulle atteinte. « Ça va, Annick ?»« Oui, mon gros problème a été d'occuper mes journées. De temps à autre, sa seigneurie venait me dresser l'inventaire de ce qu'elle ferait si vous ne lui rapportiez pas la perle. Mais, ayant déjà eu l'occasion de lire des graffitis sur les murs de l'asile, tout cela n'était pas très nouveau pour moi. » Le seigneur Go se renfrogna. « Attention, gamin! Vous devez avoir rapporté la perle ?» reprit Anig, jetant un coup d'œil autour de lui. « Hein, seigneur, c'est ça? Autrement, vous ne seriez pas là. » Son soulagement fut sensible. « Alors, on s'en va? »« Pas encore !» gronda l'aristocrate Quarzazati. « Cet antidote, dit Elric, vous l'avez ici même. »« Vous êtes trop pressé, messire Larron. Sachez que je ne suis pas moins malin que vous. » Il gloussa, leva un doigt en remontrance. « Il me faut d'abord une preuve que la perle est en votre possession. Pourquoi ne me laisseriez-vous pas votre épée en gage? Elle ne vous est d'aucune utilité, après tout. Vous n'auriez pas la force de la brandir. » Sa main se tendit, avide, vers la hanche de l'albinos, et ce dernier fit un faible mouvement pour s'en écarter. « Voyons, messire, n'ayez pas peur. Nous sommes associés en cette affaire. Où est la perle? Le conseil se réunit ce soir à la chambre. Si je puis leur apporter la perle... Oh, la nuit qui vient me verra puissant! Le ver est si fier d'être roi de son tas d'excréments, dit Elric. Ne l'irritez pas, maître, s'écria le garçon inquiet. Vous ne savez toujours pas où trouver l'antidote. Il me faut ce joyau! L'impatience suffisait à rendre le seigneur Go irritable. Où l'avez-vous caché, voleur? Dans le désert? Quelque part en ville? Elric se souleva sur l'opulent velours.
La perle était un songe, dit-il. Il a fallu vos tueurs pour en faire une réalité. Un pli d'incompréhension barra le front artificiellement blanchi du seigneur Go. Sa nervosité grandit. Son regard se coula suspicieux vers l'albinos. « Si vous voulez plus d'élixir, vous feriez mieux de ne pas m'insulter, voleur, ni de jouer au plus fin. Je puis sur le champ donner l'ordre qu'on tue ce garçon, et vous avec lui. Ma situation n'en sera pas différente. » Mais vous n'en ferez rien, précisément parce que vous ne souhaitez pas qu'elle reste inchangée. Il y a cette place au conseil, dois-je vous le rappeler. Elric semblait avoir repris des forces, et se tenait à présent bien droit sur les coussins. Il fit signe à son jeune ami d'approcher. Les gardes posèrent un regard interrogateur sur leur maître, qui se contenta de hausser les épaules. Anig, intrigué, s'avança vers l'albinos. Celui-ci reprit, s'adressant toujours au gentilhomme Quarzazati. « Vous êtes d'une rapacité rare, seigneur. Il ne vous déplairait pas de tenir sous votre coupe l'ensemble de votre petit monde, ce pitoyable monument à la mémoire de l'orgueil ruiné de votre race. » Le seigneur Go le foudroya du regard. « Larron, si vous avez quelque désir de vous rétablir, de prendre l'antidote qui vous libérera de cette drogue que je vous ai donnée, vous avez tout intérêt à vous montrer plus poli. »« Ah oui, » fit Elric songeur, plongeant la main dans son pourpoint, en extirpant une pochette de cuir. « Cet élixir qui était censé faire de moi votre esclave. » Il ouvrit la pochette. Sur sa paume ouverte roulait maintenant le joyau pour lequel le seigneur Go Fazi avait offert la moitié de sa fortune et envoyait à la mort une centaine d'hommes pour lequel il n'aurait pas hésité à ravir un enfant, à l'ossir, et en avait tenu un autre dans ses geôles. L'homme se mit à trembler. Ses yeux maquillés s'écarquillèrent. Il poussa un petit cri et se pencha, bien près de défaillir. « Oh, c'est donc vrai! Vous avez trouvé la perle au cœur du monde !»« Je n'ai fait qu'accepter le don d'une amie, » rectifia Elric. La perle toujours en exposition sur sa paume, il se leva, entoura le garçon d'un bras protecteur. Et comme au cours de cette quête, je me suis aperçu que mon corps ne réclamait plus votre élixir, je puis désormais m'en passer, seigneur Go. Ce dernier l'entendait à peine. Il fixait le joyau. « Oh, elle est énorme, plus grosse encore que ne le rapportait la légende. Et réelle. Je vois bien qu'elle est réelle. Cet Orient. Oh !» Il se tendit vers elle, fasciné. Elric recula sa main. Le seigneur Go fronça ses sourcils décolorés, leva sur l'albinos des yeux brûlants d'avidité. « La fille est-elle morte? L'avait-elle en elle, dans ses chairs, comme d'aucuns disaient ?» Anig frémit, se plaqua contre Elric. Vibrante de dégoût, la voix de l'albinos n'en resta pas moins douce. « Nul n'est mort de ma main qui ne l'était déjà. Comme vous êtes déjà mort, seigneur Go Fazi. C'est à vos funérailles que j'ai assisté à l'oasis Fleur d'Argent. Et vous avez devant vous l'exécuteur de la prophétie des Boradim. Car je suis ici pour tirer vengeance de tout le mal que vous leur avez fait, à eux et à leur sainte fille. »« Hein ? Mais je ne suis pas seul en cause. Il n'est membre du conseil qui n'ait dépêché sa secte d'aventuriers magiciens à la recherche de la perle, imité en cela par une bonne moitié des postulants. La plupart de ces guerriers ont échoué ou sont morts, ou encore ont payé de leur vie cet échec. Vous n'avez tué personne, dites-vous? Pas de sang sur les mains, donc? Eh bien, tout est pour le mieux. Vous aurez ce que je vous ai promis, messire Larron. » Tremblant de convoitise, le Quarzazati reprit son geste vers la perle, en approcha ses doigts boudinés. Elric sourit, et au grand étonnement d'Anig, les laissa se refermer sur le joyau, le saisir.
Le souffle rauque. Le seigneur Go caressa son butin. Oh, qu'elle est belle! Oh, c'est si bon! Oh! La voix d'Elric de nouveau se fit entendre, toujours sur ce même ton posé. Et notre récompense, seigneur Go? Quoi? Il leva de la perle un regard absent. Ah, oui! La vie sauve pour vous deux. Vous m'avez bien dit n'avoir plus besoin de l'antidote. Parfait, vous pouvez disposer. Il me semble qu'il était également question d'une grosse fortune, de toutes sortes de richesses, d'une éminente position au sein de la noblesse de cette cité. Absurde! Décréta le seigneur Go. L'antidote aurait suffi. Vous n'êtes pas le genre de personne qui puisse jouir de tels privilèges. La naissance est requise pour qu'on en fasse usage avec sagesse et avec la discrétion qui convient. Non, je vais simplement vous laisser partir, vous et l'enfant. Vous ne comptez pas honorer notre marché initial? Quel marché? Nous avons eu ensemble une conversation, mais notre accord ne portait que sur la liberté de l'enfant et sur l'antidote à l'élixir. Vous vous êtes trompé si vous y avez vu autre chose. Vous n'avez aucun souvenir de vos promesses. Des promesses? Certainement pas. Les bouclettes dansèrent. Et des miennes. Non, non, vous m'irritez, messire. Ses yeux restaient sur la perle. Il avait pour elle le regard et les gestes qu'un autre aurait eus pour un enfant chéri. Laissez-moi. Profitez de ce que je suis encore dans de bonnes dispositions à votre égard. Il est maintes serments dont je dois m'acquitter, dit Elric, et je ne reviens jamais sur ma parole. Le seigneur Go s'arracha de son amoureuse contemplation. Son expression se durcit. Je suis lasse de vous entendre. Ce soir, je serai membre du conseil des 6 plus l'autre. À travers moi, c'est le conseil que vous défiez, ce qui fait de vous des ennemis de Quarzazat. Et traître à l'Empire, vous devez être traité en conséquence. Garde! Vous êtes un imbécile, dit Elric alors qu'Annick se mettait à glapir, car, à la différence du seigneur Go, il n'avait pas oublié le pouvoir de l'épée noire. Passez-en par ses volontés, seigneur Go! Cria l'enfant, craignant autant pour lui-même que pour le gentilhomme. Je vous en supplie, puissant seigneur, faites ce qu'il dit. Ce n'est pas ainsi qu'on s'adresse à un membre du conseil. Le ton du seigneur Go était celui d'un individu sensé, sincèrement interloqué. Garde! Qu'il soit immédiatement soustrait à ma vue. Qu'on les étrangle ou qu'on les égorge, peu me chaud. Les gardes ignoraient tout de l'épée runique. Ils ne voyaient qu'un homme fluet, dont le teint et l'état suggéraient qu'il pût être lépreux, et un jeune garçon sans défense. Ils sourirent, comme à une bonne plaisanterie de leur maître, dégainèrent, et s'approchèrent d'un pas presque nonchalant. Elric fit passer Annick derrière lui. « Vous êtes bien mal inspiré, » dit-il aux gardes. « Je n'ai pas spécialement le désir de vous ossir. » Derrière les soldats, une servante ouvrit la porte et se glissa dans le couloir. Elric la regarda s'éclipser. « Vous feriez mieux de l'imiter. Elle a, je pense, quelque idée de ce qui va se passer si vous précisez votre menace. » Les deux gardes riaient à présent sans réserve. « C'est un fou !» lança l'un d'eux. « Bon débarras pour le seigneur Go !» Ils se ruèrent sur Elric, et la gigantesque lame fut à hurler dans la somptueuse fraîcheur de la pièce. Hurlement de loup affamé, libéré de sa cage, ivre du désir de tuer et de se repaître. Elric sentit en lui le déferlement de la puissance, alors que Stormbrinker s'abattait sur le premier garde, le fendait de la fontanelle au sternum. L'autre tenta de modifier sa trajectoire, de renverser en fuite son assaut. Il trébucha, s'empala sur la pointe de l'épée, l'horreur dans les yeux, alors que, bu par elle, son âme le quittait. Le seigneur Go se recroquevilla au fond de son vaste siège, trop terrifié pour bouger. Il avait une main crispée sur la perle, l'autre tendue à plat vers Elric, comme pour lui opposer le ridicule bouclier de sa paume. Mais l'albinos, revigoré par son énergie d'emprunt, remit au fourreau la noire lame, pour, en quelques enjambées à avoir traversé la salle et grimpé sur l'estrade,
écrasé sous son regard, le visage tordu par l'effroi du seigneur Go. « Reprenez la perle en échange de ma vie, » fit l'aristocrate, à peine audible. De ma vie, larron. » Elric prit le joyau tendu, mais resta planté au-dessus du Quarzazati. À son escarcelle, sa main se porta, et en sortit une flasque de l'élixir du seigneur Go. Vous en aurez besoin, je pense, pour la faire descendre. L'autre tremblait de tous ses membres. Sous le phare crayeux, son teint avait encore pâli. Je ne comprends pas. Je veux vous voir avaler la perle. Si vous y parvenez, sans vous emporter plus mal, eh bien ce sera la preuve que cette prophétie concernant votre mort était prématurée. L'avaler? Mais elle est trop grosse. Je n'ai même pas l'impression qu'elle entrerait dans ma bouche. Si, Seigneur, elle peut y entrer. Et je vous crois capable de l'avaler. Après tout, comment aurait-elle abouti dans le corps d'un enfant, si ce n'est par cette voie? Ils ont dit qu'il s'agissait d'un rêve. Si fait. Mais peut-être vous sera-t-il possible d'avaler ce rêve, voire d'accéder ainsi au royaume du songe et d'échapper à son sort. Je vous conseille d'essayer, Seigneur, sinon mon épée runique boira votre âme. Où va votre préférence? Épargnez-moi, Elric. Ce n'est pas juste. Nous avions passé un marché. Ouvrez la bouche, Seigneur Go. Qui sait si la perle ne va pas rétrécir, ou encore votre gosier se dilater comme celui d'un serpent. C'est qu'un reptile avale sans problème des proies de cette taille, Seigneur, et je ne doute pas que vous lui soyez supérieur. De la fenêtre où il était allé s'absorber dans la contemplation du dehors, peu désireux d'assister à une vengeance qu'il tenait pour juste, mais dont les détails l'écœuraient, Anig chuchota. « La servante, Seigneur Elric. Elle a donné l'alarme dans toute la ville. » L'espace d'un instant, un fol espoir passa dans les yeux verts du seigneur Go, puis s'effaça, comme Elric posait la flasque sur le bras du fauteuil pour tirer quelques pouces d'épée runique hors du fourreau. « Votre âme va m'aider à combattre ces renforts, » lui dit l'albinos. Lentement, gémissant et pleurant, le grand seigneur Quarzazati commença d'ouvrir la bouche. « Je vous redonne la perle, Seigneur. Faites de votre mieux. Vous avez peut-être une chance de survivre. » La main du seigneur Go tremblait, mais elle finit par forcer le passage du splendide joyau entre les lèvres artificiellement purpurines. Elric déboucha le flacon d'élixir et en versa un peu entre les joues déformées du Quarzazati. « Avalez-la maintenant. Avalez ce pourquoi vous auriez aussi un enfant. Ensuite, je vous dirai qui je suis. » Quelques minutes plus tard, les portes implosèrent, et Elric reconnut les traits tatoués de Manag Is, commandeur de la secte jaune et parent de Dame Is. Le regard de Manag Is alla de l'albinos à ce qui gisait convulsé sur l'estrade. La tentative du seigneur Go pour avaler la perle s'était soldée par un échec total. Manag Is frémit. « Elric, j'ai appris votre retour. On vous disait au bord de la tombe. À l'évidence, il s'agissait d'une ruse pour berner le seigneur Go. »« Si fait, » dit Elric. « J'avais à libérer ce garçon. » Manag Is fit un geste avec sa lame toujours au clair. « Vous avez trouvé la perle ?»« Je l'ai trouvée. »« Dame Is m'envoie vous en offrir ce que vous voudrez. » Elric sourit. « Dites-lui que je serai à la chambre du conseil d'ici une demi-heure. J'aurai la perle avec moi. »« Mais les autres y seront. Elle désirait négocier en privé. » Ne serait-il sage de mettre aux enchères un tel joyau? Manag Is rengaina, eut un petit sourire. « Vous êtes astucieux, Elric. Je ne pense pas qu'il mesure à quel degré, ni qu'il sache qui vous êtes. Je ne me suis pas encore ouvert à eux de mes spéculations sur ce point. »« Oh, vous pouvez très bien leur dire ce que le seigneur Go vient d'apprendre par ma bouche, que je suis l'empereur héréditaire de Melniboné.
rétorqua nonchalamment l'albinos. Car c'est la vérité. Mon empire a d'ailleurs passablement mieux survécu que le vôtre, à mon sens. Je me garderai d'être aussi direct. Il risquerait de très mal le prendre. C'est que je suis désireux d'être votre ami, Melnibonéen. Merci, Madag Is, mais je n'ai plus besoin d'amis à Quarzazat. Veuillez simplement faire ce que je vous ai dit. Les yeux de Madag Is se posèrent successivement sur les gardes massacrés, sur le cadavre du seigneur Go, qui avait pris une étrange nuance, sur le gamin apeuré. Puis il salua Elric. « À la chambre du conseil dans une demi-heure, empereur de Melniboné. » Il pivota sur ses talons et quitta la pièce. Après avoir doté Annick d'instructions précises touchant à leur prochain voyage et aux spécialités botaniques du pays de Quan, Elric sortit dans la cour du palais. Le soleil avait sombré sous l'horizon, et des torches s'étaient allumées dans tout Quarzazat, comme si la cité s'attendait à un assaut. Dans une demeure vidée de ses serviteurs, l'albinos gagna les étables, y trouva son cheval et sa selle. Il réanarcha les talons boradis, répartit soigneusement le poids d'un lourd ballot en travers du garrot de l'animal, puis il l'eut enfourché, fut à suivre par les rues l'itinéraire que lui avait donné son jeune ami pour atteindre la chambre du conseil. Anormalement silencieuse était la cité des sables. Un couvre-feu y avait été manifestement décrété, car même le guet restait invisible. Ainsi remonta-t-il dans un trot élevé le vaste cours du succès militaire, le boulevard des anciens achèvements, et une demi-douzaine d'autres artères d'égale grandeur, tant par les proportions que par le nom, jusqu'à voir se profiler devant lui un bâtiment bas qui, dans sa simplicité, ne pouvait qu'être le siège du pouvoir Quarzazati. Il marqua un temps d'arrêt. À son flanc, l'épée noire émit un chant discret, susurrante exigence d'une effusion de sang plus poussée. « Patience, » lui dit Elric. « Il se peut même qu'aucun combat ne soit nécessaire. » Il crut voir des ombres se mouvoir dans l'écrin de verdure de la chambre, mais n'y prêta nulle attention. Qui les pieds, et quelles étaient leurs manigances, perdaient toute importance au regard de la mission qu'il avait à remplir. Il fut enfin devant les portes, et, sans surprise, les constata grandes ouvertes. Il mit pied à terre, se jeta le ballot sur l'épaule, et, pesamment, pénétra dans une vaste salle dénuée de toute ornementation, sans rien d'ostentatoire, simplement meublée de 7 cathèdres, autour d'une table de chêne cérusée. Concluait cette table un demi-cercle de silhouettes debout dans de lourdes robes d'apparat, dont 6 que leur voile apparentait à divers sectes des aventuriers magiciens. La 7e portait une haute coiffure conique sous laquelle son visage était entièrement dissimulé. Ce fut elle qui parla. Elric continua de n'être pas surpris de reconnaître dans cette voix des inflexions féminines. « Je suis l'autre, » dit-elle. « Mais avis que vous nous avez apporté un trésor à joindre au titre de gloire de Quarzazat. » Si vous comptez par ce trésor ajouté à votre gloire, mon voyage n'a pas été inutile, dit Elric qui se débarrassa de son fardeau. Madag Is vous a-t-il rapporté tout ce que je lui ai demandé de vous dire? L'un des conseillers s'anima et proféra presque sur le ton d'un juron. Qu'il ne faut voir en vous l'engeance de Melniboné l'englouti, si fait. Melniboné n'a pas disparu sous les flots, pas plus qu'elle ne s'est à votre point coupée du reste du monde. Elric était méprisant. Vous avez défié notre puissance dans un passé lointain, et par votre propre maladresse, entraîné votre défaite. Aujourd'hui, votre rapacité m'a ramené vers Quarzazat, alors que j'aurais préféré traverser votre cité incognito. Est-ce une accusation? Derrière son voile, cette conseillère était outrée. Venant de vous qui avez causé de tels troubles, dont le sang est celui d'une race étrangère à l'humanité qui, dans sa dégénérescence, s'accouplait avec les bêtes, tant pour en tirer plaisir que descendance. Son doigt se pointa sur Elric. Ce genre de descendance. L'albinos n'en fut pas le moins du monde ému. Madag Is vous a-t-il conseillé de vous méfier de moi? Poursuivit-il sur le même ton tranquille. Il nous a dit que vous aviez la perle, et aussi une lame sorcière.
Mais nous savons également que vous êtes seul. » L'autre s'éclaircit la voix. Il a surtout dit que vous nous apportiez la perle au cœur du monde. Si fait, je l'ai là, dans ce qui la contient. Elric se pencha et arracha la pièce de velours qui emballait son colis, révélant le cadavre du seigneur Go, le visage toujours convulsé, l'énorme boule au niveau de sa gorge évoquant une pomme d'Adam hypertrophiée. C'est lui qui, le premier, m'a mandaté à la recherche de ce joyau. « Nous n'étions pas sans savoir que vous l'aviez assassiné, » dit l'autre, nettement réprobatrice. « Mais de tels actes doivent être monnaie courante pour un Melnibonéen. » Sarcasme qu'Elric ne daigna pas relever. La perle est dans le gosier de votre concitoyen. Dois-je vous la présenter décortiquée? Il sourit, en voyant une silhouette pour le moins traversée par un frisson. Vous dépêchez des assassins pour tuer, torturer, kidnapper, bref, commettre en votre nom toutes sortes de crimes, mais vous ne sauriez supporter la vue du sang. J'ai placé le seigneur Go devant un choix qu'il a fait en toute liberté. L'ayant connu fort prolixe et doté d'un appétit des plus solides, je lui croyais quelque chance d'acheminer sans encombre la perle jusqu'à son estomac. Mais il a été saisi d'un petit haut-le-cœur dont je crains qu'il ne lui ait été fatal. « Vous êtes un monstre !» L'un des hommes s'avança pour examiner celui qui avait failli être son collègue. « Oui, c'est bien Go. Il a repris des couleurs, dirais-je. » Bon mot que la 7e ne parut guère apprécier. « Allons-nous devoir pousser nos enchères sur un cadavre ?» ?»« Oui, à moins de vous résoudre à cette opération chirurgicale au demeurant mineure. »« Manag-Is » appela l'une des femmes voilées. « Auriez-vous l'obligeance de nous rejoindre ?» Au fond de la salle, une porte s'ouvrit sur l'aventurier magicien qui, dans le regard qu'il tourna vers Elric, parut presque s'excuser. Il porta la main à sa dague. « Nous ne laisserons pas un Melnibonéen verser une goutte de plus du sang Kwarzazati, » dit l'autre. « Manag-Is va se charger d'extraire la perle. » Le chef de la secte jaune inspira profondément, s'approcha du cadavre, et au plus vite s'acquitta de la tâche ordonnée. Du sang ruissela sur son bras quand il leva la perle au cœur du monde pour la montrer. Le conseil fut impressionné. Plusieurs de ses membres ne purent retenir cris et les murmures allèrent bon train. Ils avaient dû le soupçonner de mentir, songea Elric, intrigue et mensonge leur étant une seconde nature. Plus haut, Manag-Is, contemplez donc ce qui était pour vous un tel objet de convoitise, que vous étiez prêt à lui sacrifier le peu qui restait de votre honneur. « Attention, messire, » dit l'autre. « N'allez pas abuser de notre patience. Dites votre prix, qu'on en finisse et que vous cessiez de nous imposer votre présence. » Elric éclata de rire, d'un rire qui n'avait rien d'agréable, d'un rire melnibonéen. En cet instant, c'était un pur citoyen de l'île aux dragons. « Très bien, dit-il, je veux cette cité, pas ses habitants, pas une once de ses trésors, ni son cheptel, ni même son eau. Je ne désire que la ville, ses murs, son site, lesquels sont miens, voyez-vous, de droit héréditaire. »« Absurde, inacceptable !» »« Vous êtes tenu d'accepter, dit tranquillement Elric, ou alors de me combattre. »« Vous combattre, mais vous êtes seul. »« C'est un fou !» glapit un autre membre du conseil. « Un chien enragé qu'il faut abattre. »« Manag-Is, faites entrer vos frères et leurs hommes. » »« Selon moi, ma cousine, ce ne serait pas judicieux. » dit l'aventurier, s'adressant de toute évidence à Dame Is. « Je crois qu'il serait plus sage de parlementer. »« Comment seriez-vous devenu lâche? Ce félon a-t-il avec lui quelque armée ?» Manag-Is se frotta le nez. « Ma suzeraine. »« Appelez vos frères Manag-Is. » Le commandeur de la secte jaune parut découvrir sur son bras gainé de soie un nouveau foyer de démangeaison. Il fronça les sourcils. « Prince Elric, je vois que vous voulez nous contraindre à un défi
alors que nous n'exercions sur vous nulle menace. C'est en tout bien, tout honneur que ce conseil s'est réuni séant pour que, selon votre demande, la perte soit attribuée au plus offrant. » Voilà que vous faites l'écho de leurs mensonges, Manag Is. Et c'est déjà une atteinte à cet honneur dont vous parlez. Si leur intention à mon égard était à ce point inoffensive, pourquoi vous et vos frères vous teniez-vous prêts à intervenir? J'ai peut-être vu 200 guerriers aux abords immédiats de cet édifice. « Simple précaution, » dit l'autre, avant de se tourner vers ses vassaux du conseil. « Ne vous ai-je prévenu qu'il était idiot de nous entourer si prématurément d'un tel effectif ?» Il n'est rien que vous n'ayez fait qui n'ait été marqué du sceau de l'idiotie, mes seigneurs. Enchaîna Elric sans hausser le ton. Vous vous êtes montré cruel, avide, irrespectueux, tant de la vie que des volontés d'autrui. Aveugle, vous avez été, inconséquent, borné, perclus de provincialisme, dénué d'imagination. Un gouvernement manifestant une telle indifférence pour tout ce qui n'est pas son propre contentement devrait être pour le moins remplacé, ce me semble. Quand vous aurez tous quitté Quarzasaat, j'envisagerai la nomination d'un gouverneur qui saura mieux en servir les intérêts. Puis il se peut que, plus tard, je vous permette d'y rentrer. « Qu'il meure !» s'écria l'autre. « Cessons de perdre ainsi notre temps. Ceci fait, nous pourrons décider entre nous de celui auquel échouera la perle. » Elric eut un sourire presque lourd de regret. « Mieux vaudrait négocier avec moi, madame, avant que ma patience n'ait atteint ses limites. Car une fois que j'aurai tiré ma lame, vous n'aurez plus devant vous un être accessible à la raison et à la pitié. »« Tuez-le » insista-t-elle. « Et qu'on en finisse !» Manag Is avait le visage d'un homme condamné à bien autre chose que la mort. « Madame !» Elle marcha sur l'aventurier dans les oscillations de sa haute coiffe conique et lui arracha du fourreau l'épée qu'elle brandit, prête à décapiter l'albinos. Le bras d'Elric jaillit, serpent qui attaque, et sa main se referma sur le poignet de l'exocrate. « Non, madame, je vous jure que cet avertissement est sincère. » Elle lâcha l'arme et se détourna, massant son poignet meurtri. Manag Is récupérait à présent sa lame, esquissait le geste de la rengainer, quand, subtilement, il tenta de la redresser et d'atteindre Elric au bas-ventre. Une expression résignée barrant ses traits terrifiés, alors que l'albinos, le devançant, s'effaçait par côté, dans le même mouvement tirait l'épée noire, et qu'elle entonnait son étrange et démoniaque mélopée, qu'elle se nimbait d'une atroce et ténébreuse radiance. L'aventurier poussa un cri quand son cœur fut percé, et sa main qui tenait toujours la perle parut vouloir se tendre vers Elric, la lui rendre. Puis elle lui eut échappé des doigts, fut à rouler sur le sol. 3 conseillers se précipitèrent pour la ramasser. Ils virent les yeux mourants de Manag Is et reculèrent. « Allez-y !» hurla l'autre, et comme Elric s'y était attendu, de chaque recoin de la chambre du conseil surgirent des aventuriers magiciens de toute secte, l'arme au clair. Et sur leur effroyable sourire de combat s'élargirent les lèvres de l'albinos, cependant que s'embrasaient ses yeux rouges et qu'à ses traits se substituait le masque de la mort. Et vengeresse fut sa lame, vengeresse de son peuple, des Boradim, de tous ceux qui dans la succession des millénaires avaient souffert sous l'injustice de Quarzasaat. Et les âmes qu'il ravit, il les offrit à son protecteur de l'enfer, au puissant duc Ariok que mainte vie à lui dédiée par Elric et par sa lame noire avait rendu florissant. « Ariok! Ariok! Du sang et des âmes pour mon seigneur Ariok !» Puis le vrai massacre commença. Ce fut un carnage à faire pâlir jusqu'à l'insignifiance tout autre événement du même ordre. Un carnage qui resterait jamais aggravé dans les annales des peuples du désert, lesquels allaient en apprendre la nouvelle de ceux qui, cette nuit-là, fuyaient Quarzasaat, se jetaient dans l'immensité aride plutôt que de faire face aux blancs démons hilars qui, sur sa monture Boradi, sillonnaient au galop les magnifiques artères de la cité, leur enseignaient quel pouvait être le prix de la suffisance béate et de la cruauté irréfléchie. « Ariok! Ariok! Du sang et des âmes !» Il parlerait d'une créature au visage ivoirin, vomi par l'enfer et dont l'épée déversait des flots de phosphorescence anormale, dont les yeux cramoisis flamboyaient de rage hideuse et qui semblait être même possédé par quelque puissance surnaturelle qui, pas plus que ses victimes, n'en avait le contrôle.
Une créature qui tuait sans pitié, sans distinction, sans cruauté, qui tuait comme tuent les loups, saisis par la démence, et qui tuait en riant. Ce rire jamais ne se tairait sur Quarzazat. Il était voué à rester dans le vent, qui soufflait sans violence et sans cesse du désert des soupirs, dans le chant des fontaines, dans la claire et complexe cadence des marteaux que Dinandier et Joaillier faisaient rebondir sur la pièce au cours de façonnage. Et pareillement demeurait l'odeur du sang, liée au souvenir du massacre, de cette terrible coupe sombre qui avait laissé la cité sans conseil et sans armée. Mais jamais plus Quarzazat ne bercerait la légende de sa propre puissance. Jamais plus elle ne ravalerait les nomades plus bas que des animaux. Jamais plus elle ne connaîtrait cet orgueil autodestructeur, si coutumier à tous les grands empires sur le déclin. Et quand le carnage fut consommé, Elric de Melniboné se tassa sur sa selle, rengainant une Stormbringer repue, et pantelant sous l'énergie démoniaque qui continuait de palpiter en lui. Il prit l'énorme perle à sa ceinture, et la tint dans le soleil levant. Ils en ont payé le juste prix, je pense. Et il la jeta dans un caniveau dont un chiot léchait l'égout coagulé. Dans le ciel, les vautours, rameutés d'un millier de milles à la ronde par la perspective d'un festin mémorable, commençaient de s'abattre, noirs nuages, sur les splendides tours et jardins de Quarzazat. Et sans que son visage arborât la moindre fierté pour ce qu'il venait d'accomplir, Elric éperonna sa monture, la dirigeant vers l'ouest, vers le point de la route où il avait dit à Annick de l'attendre, avec assez d'herbes coanimes, d'eau, de chevaux et de nourriture pour franchir le désert des soupirs et retrouver les politiques et sorcelleries plus familières des jeunes royaumes. Et pas un regard il ne jeta en arrière sur cette cité dont ses ancêtres à travers lui venaient enfin d'achever la conquête. Chapitre 5. Épilogue au déclin de la lune de sang. À l'oasis Fleur d'Argent, les festivités s'étaient poursuivies, bien après la nouvelle de la revanche prise par Elric sur ceux qui n'auraient pas hésité à haussir la sainte fille des Boradim. Nouvelle portée par des Quarzazatim, fuyant en masse dans un exode sans précédent, si loin qu'on remonta dans la longue histoire de leur cité. Owen, la voleuse de songes, s'était attardée à l'oasis plus longtemps que nécessaire, et hésitait à la quitter pour vaquer à ses propres affaires. Elle apprit sans plaisir la vengeance d'Elric. Elle en fut même attristée, car elle avait espéré que les choses suivraient un autre cours. « Il sert le chaos, comme je sers la loi », se murmura-t-elle. « Et qui peut dire lequel de nous deux est en pire esclavage ?» Puis, sur un soupir, elle se jeta dans la fête, avec une violence fort peu spontanée, ce dont les Boradim et autres clans nomades ne s'aperçurent pas dans le sursaut de joie qui les avait saisis. Ils s'étaient débarrassés de la tyrannie, du seul objet de crainte qu'ils eussent jamais connu dans le désert. « Le cactus nous accroche de ses épines pour nous montrer où est l'eau, » dit Raik Nassim. « Extrêmes furent nos angoisses, mais soyez-en remerciés, ô Owen et Elric de Melniboné. Elles ont viré au triomphe. Bientôt, certains d'entre nous se rendront à Quarzazat pour y exposer les conditions futures de notre commerce avec cette ville. La transaction s'effectuera, je pense, sur un agréable pied d'égalité. » Le rire teintait la voix du vieillard. « Nous attendrons toutefois que les morts aient été décemment picorés. » Varadia prit Owen par la main, et elles se promenèrent entre les nappes de la vaste oasis. La lune de sang tirait à sa fin, et les pétales d'argent des fleurs n'en brillaient que mieux. L'astre allait bientôt pâlir, les fleurs se dépouillaient de leurs pétales, et le temps serait venu pour les peuples du désert de s'égayer, chacun prenant sa voix. « Vous aimiez cet homme au visage blanc, n'est-ce pas » demanda Varadia à son ami. « Je l'ai à peine connu, mon enfant. Je vous connaissais très bien l'un et l'autre, il n'y a pas si longtemps. » Varadia sourit. « Et je grandis vite, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit vous-même. » Owen fut contrainte d'acquiescer. « Mais c'est sans espoir, Varadia, tant nos destins sont divergents, et je n'ai que peu de sympathie pour ces choix. »
Sa volonté n'y entre que pour une faible part. C'est un homme sous contrôle que nous avons croisé. Elle repoussa une mèche de miel qui barrait ses traits bruns. Peut-être. Mais ne peut-on refuser la destinée que nous tracent les seigneurs de la loi et du chaos, et cependant survivre et créer quelque chose à quoi les dieux n'aient pas le droit de toucher? Varadia comprenait. Ce que nous créons reste un mystère, dit-elle. J'ai toujours du mal à saisir comment j'ai pu faire la perle, élaborée précisément dans mon désir d'échapper à mes ennemis, ce qui suscitait leur convoitise. Alors, qu'elle soit devenue réelle. Je savais qu'il en serait ainsi, dit Owen. Ce sont ces matérialisations qu'un voleur de songes recherche, et dont il tire ses moyens d'existence. Elle rit. Cette perle m'aurait assuré une belle rente si je l'avais mise sur le marché. Comment se fait-il que la réalité puisse naître du rêve? Owen s'arrêta, et son regard se posa sur le miroir de l'eau, où se reflétait le disque rose pâle de la lune. Une huître, menacée par un corps étranger qui a pénétré sa coquille, cherche à l'isoler en formant autour de lui ce qui deviendra une perle. Il arrive qu'un rêveur fasse de même. Parfois, la volonté de l'homme est si tendue, son désir si intense, qu'il amène à l'existence ce qui était jusqu'alors tenu pour impossible. Qu'un rêve prenne corps n'a rien d'inhabituel, Varadia. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je continue à respecter l'humanité, en dépit de toutes les cruautés et injustices dont j'ai pu être témoin au cours de mes voyages. Je crois comprendre. Oh, ce sera tout à fait clair dans votre esprit en temps voulu, assura Owen. Car vous êtes de ceux qui sont capables d'une telle création. Quelques jours plus tard, Owen fut prête à reprendre la route pour Elware et l'Est hors les cartes. Varadia eut avec elle une dernière conversation. Je sais que vous avez un autre secret, dit-elle à la voleuse de songes. Pourquoi ne pas le partager avec moi? Owen fut étonné. Sa considération pour l'intuition de la jeune fille s'accrut. Voulez-vous parler encore un peu de la nature des songes et de la réalité? Vous attendez un enfant, n'est-ce pas, Owen? Dit Varadia sans détour. Je me trompe? Owen croisa les bras, s'adossa à sa monture. Elle secoua la tête dans un mouvement de franche bonne humeur. C'est donc vrai que toute la sagesse de votre peuple est en vous, jeune fille. L'enfant d'un homme que vous avez aimé, qui est désormais perdu pour vous? Si fait. Une fille, je pense. Peut-être même des jumeaux, frères et sœurs, si l'interprétation des présages est correcte. Il n'y a pas que des perles, Varadia, qui puissent être conçues en songe. Et le père sera-t-il qu'il a une descendance? S'enquit avec douceur la sainte fille. Owen voulut répondre, et se trouva sans voix. Elle détourna vivement les yeux vers Kwarzazat, qui se devinait dans les lointains. Quelques instants passèrent, puis elle retrouva la force de répondre. Jamais, dit-elle.